Bonjour, bonsoir à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de Veritas Obscura. L'épisode du jour sera consacré aux hommes et aux femmes qui, habités par la folie, ont commis les pires atrocités. On se retrouve comme toujours en fin de vidéo pour découvrir la véritable histoire, mais en attendant, commençons cet épisode sur les serial killers. Cette première histoire relate les actes d'un homme que la médecine n'a jamais pu guérir. Peter Woodcock est un jeune homme originaire de Toronto, au parcours que l'on peut qualifier de compliqué. Quasiment abandonné à la naissance par sa mère, il se retrouve baladé dans plusieurs familles adoptives, ne nouant aucun lien avec l'une d'elles. En grandissant, il deviendra un jeune garçon effrayé, marqué par des années de maltraitance de certains parents adoptifs. C'est pourtant un adolescent brillant, aux résultats scolaires irréprochables. Mais la blessure est profonde, elle l'a toujours accompagné. Aux yeux des autres enfants du quartier, il restera à jamais une personne étrange, devenant la cible de toutes les railleries. Instinct de défense ou séquelles de son enfance, il nourrit de violents fantasmes dans lesquels il souhaite voir le chaos s'abattre sur ses enfants qu'il déteste et d'autres divagations plus invraisemblables. Émotionnellement instable, il a ses premiers rapports avec une fille à l'âge de 13 ans. Malgré ce parcours laborieux, il restera un élève impressionnant, frôlant le parcours scolaire parfait. Mais à la fin de son adolescence, d'autres fantasmes surviennent, plus singulier. Il se voit en chef de gang, arpentant la ville à vélo, en quête d'enfants à corriger. C'est ainsi qu'il rencontrera et tuera ses premières victimes. Le 15 septembre 1956, à l'âge de 17 ans, Peter se balade aux alentours d'un musée. Il y fait la rencontre de Wayne Mallette, 7 ans. Il attire le garçon hors de toute vue, puis l'étrangle à mort. Le corps est retrouvé plus tard, déshabillé, mais les vêtements à ses côtés. On aperçoit sur son corps des traces de morsures ainsi que des dessins de pénis sur le dos et le ventre. On aurait même déféqué à côté du corps. Original. À peine un mois plus tard, en octobre 1956, Woodcock se balade en vélo aux alentours de Cabbagetown lorsqu'il kidnappe Gary Morris, 9 ans. Il l'emmène à Cherry Beach, où il l'étrangle et le bat à mort. Même procédé, l'enfant est retrouvé nu, ses habits à côté du corps. Il porte une trace de morsure sur le cou et des trombones parsèment le lieu du crime. On croirait à une sorte de rituel. Peter Woodcock se calmera un temps après son dernier meurtre. Ses pulsions restent malgré tout bien présentes et il semble toujours enfermé dans ce fantasme où il est chef de gang et sévit dans la ville, comme une vengeance tardive de toutes ces années où il fut la cible des enfants de son quartier. Le 19 janvier 1957, Woodcock, toujours sur son vélo, recommence. Il croise le chemin de Carol Voice, âgée de 4 ans, et lui propose de faire un tour à bicyclette. Il l'emmène de force sous le viaduc de Bloor et la frappe, la viole, avant de la tuer, elle aussi. Elle est retrouvée nue, ses vêtements disposés à ses côtés. Les témoins racontent qu'ils ont vu un adolescent s'éloigner de la scène du crime. La police dresse rapidement un portrait robot du jeune homme, très précis, qui conduit à l'arrestation de Woodcock seulement 2 jours plus tard. Il ne sera inculpé que pour le meurtre de Carol Voice, la petite fille de 4 ans. Après un procès de 4 jours, en avril 1957, il est déclaré non coupable. Son avocat plaide la démence et il sera envoyé dans un institut de santé mentale à Penetanguishene, en Ontario.
Il y restera quelques années où on lui prescrit des traitements douteux pour soigner une maladie qu'on ne connaissait pas. En 1982, il est transféré vers un institut plus permissif à Brockville et demande à changer légalement de nom avec pour espoir de retrouver une vie normale dans l'anonymat le plus total. Il s'appellera désormais David Michael Kruger. En 1991, toujours interné à Brockville, il obtient sa première sortie supervisée. Lors de celle-ci, il parvient à convaincre Bruce Hamill, meurtrier et ancien patient de l'Institut, de l'aider à assassiner Dennis Keir, un autre patient. Le piège est tendu et le jour du meurtre, Hamill s'introduit dans l'établissement et fournit à Kruger, anciennement Woodcock, des outils achetés à la quincaillerie. Ils encerclent Dennis Keir et le frappent à la tête avec une clé à tuyau. Ils se saisissent de couteaux, puis tuent Dennis, avant de le violer à tour de rôle. Ouais. Kruger se rend plus tard à la police pour avouer ses méfaits et retourne alors au premier institut de santé mentale en Ontario. Il y décédera de mort naturelle le jour de son anniversaire, à l'âge de 71 ans. Dans un documentaire, il répondra à une question sur son sens moral. « Je suis accusé de n'avoir aucune moralité, ce qui est une évaluation équitable, parce que ma moralité n'est pas celle que le système permet. » Andrei Tarkovsky est l'un des serial killers les plus connus de Russie. En l'espace de 5 ans, il tuera plus de 6 jeunes enfants durant ses nombreux voyages d'affaires au sein même de son pays. Tout commence au printemps 1975. Andrei est un ancien militaire. Reconverti comme ingénieur du génie civil pour l'URSS, il vit dans une charmante maison de la petite ville de Podolsk, proche de Moscou. À la fin de sa carrière militaire, il entame une reconversion. Son diplôme d'ingénieur en poche, il rejoint Intertech, une compagnie spécialisée dans le génie civil. Les 12 années de son service militaire l'ont éreinté psychologiquement. Lui, qui était de nature calme et réfléchie, est maintenant en proie à de vifs excès de colère et de violentes crises d'angoisse. Ce nouvel emploi et la stabilité qui en découlait devaient permettre à cet homme de reprendre le dessus sur un passé des plus complexes. Seulement, ces missions ponctuelles qui l'emmènent à voyager aux quatre coins de l'ex-URSS se solderont par d'effroyables assassinats d'enfants. Andrei embarque pour la première fois en juillet 1976, direction Kazan. Il doit travailler quelques jours à la création d'un pont qui enjambe la Volga, le fleuve qui traverse la ville. Éloigné de chez lui, en perte de repères et souffrant de grosses angoisses, il se retrouve à vagabonder en début de soirée dans un quartier résidentiel de Kazan. C'est là qu'il rencontre un enfant jouant seul dans la rue. Il s'approche, prend le temps de discuter avec le petit garçon, puis l'entraîne vers un parc du quartier. Il tente de se contenir, mais finit par abattre le garçon avec un couteau de poche. Une fois calmé, il ne prend même pas la peine d'enterrer le corps et se contente de le cacher dans un petit bosquet à proximité. 3 jours plus tard, alors que la police démarre son enquête, Andrei s'envole direction Saratov, au sud-est de Moscou. Là aussi, il doit y travailler quelques jours sur la finalisation d'un pont qui enjambe le même fleuve, la Volga. Mais de ce premier acte isolé naît une sorte d'appétit insatiable. Impossible pour lui de contenir cette folie qui semble le ronger de l'intérieur. Après 5 jours passés en ville, il se dirige à nouveau vers un quartier calme de la ville par un beau soir du 26 juillet 1976. Des enfants jouent dehors pour profiter des derniers rayons de soleil. Il aperçoit alors 2 d'entre eux, Michael et Yulia Sherbov, frères et sœurs. Il propose de leur offrir un ballon en cuir flambant neuf qu'il vient d'acheter et les emmène près de la voiture qu'il avait louée. Il les kidnappe, puis les conduit dans la forêt qui se trouve près de la sortie de la ville. Là, il les tue, l'un après l'autre, avec son couteau de poche. Cette fois-ci,
Il prend le temps d'enterrer les 2 enfants, puis rentre tout naturellement à l'hôtel. Le lendemain, il prend l'avion et rentre chez lui. Au total, durant ce seul été meurtrier de 1976, il tuera 5 enfants dans 4 villes russes différentes. Après chaque assassinat, il retournera dans sa charmante maison à Podolsk. Aucun lien n'est fait entre ces différents meurtres d'enfants, tous réalisés dans des villes différentes et à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Pendant près de 2 ans, Andrei ne fera plus de mission en dehors de sa ville de Podolsk. Mais le 12 janvier 1978, il est envoyé à Perm, une petite ville à l'ouest de l'URSS, pour la construction d'un nouveau pont. Lui qui n'a pas tué depuis presque 2 ans, ressent le besoin grandissant d'ôter la vie. Bien décidé à assouvir son appétit, il passe à l'acte le 14 janvier lors d'une soirée glaçante. Il kidnappe et tue un enfant qui rentrait de l'école avant de cacher le corps dans une station de dépôt d'ordures aux abords de la ville. C'est encore et toujours le même modus operandi. Et cette cavale meurtrière prend fin 2 ans plus tard, le 15 octobre 1980. Andrea Tarkovsky, qui a déjà tué 6 enfants, est envoyé à Samara pour son travail, une ville non loin de Saratov, où il a assassiné Mikhail et Yulia. En fin de journée, comme il le fait à chaque fois, il entame sa balade dans les petits quartiers plus tranquilles de la ville, à la recherche de sa victime, qu'il trouve rapidement. Trop rapidement peut-être. Sa future proie dans la voiture, et il prend la route, non conscient de ce qui se trame autour de lui. Aux abords de la ville, un barrage de policiers l'attend, des voitures l'encerclent. Il est enfin pris au piège. Cela faisait plus de 2 ans que les enquêteurs travaillaient sur l'affaire. Ils avaient réussi à faire le lien entre les meurtres d'enfants, jusqu'alors inexpliqués, et Andrei, cet ancien militaire qui voyageait pour ses missions d'ingénieur. Il racontera aux autorités avoir ressenti une étrange force, un appétit grandissant, après avoir tué le premier enfant à Kazan, sans que son crime soit puni. Cela lui rappelait l'impunité de ses actes militaires alors qu'il marchait sur la Tchécoslovaquie en 1968 pour mettre fin au printemps de Prague. Il est rapidement enfermé dans une prison de haute sécurité à Moscou. Maltraité par les autres prisonniers, il finira par se suicider quelques mois plus tard. Blake Borton, surnommé le violeur de Nashville, était dans les années 1970 le serial killer le plus recherché de l'État du Tennessee. Meurtre en série, nécrophilie, un sacré programme donc. Pour bien cerner le personnage, ils font remonter comme souvent à son enfance. Un père décédé quelques années seulement après sa naissance, et une mère seule, en plein désarroi, agressive, et qui le martyrise. Elle rejette sur lui la responsabilité de la mort de son père, pourtant disparu dans un accident de voiture. Jusqu'à ses 19 ans et son départ de la maison familiale, où les occasions de se faire battre ne manquent pas, Blake est un jeune adulte calme et jovial. Et pourtant, rien ne laissait présager ce qu'il adviendrait de lui. À l'école, il a de très bonnes notes, ne fait pas de vagues et obtient son diplôme au Collège d'État de Nashville. Il décroche un travail en tant que vendeur chez Barnes & Noble, une chaîne de librairies très connue aux États-Unis, et s'installe dans un appartement près de Centennial Park. Une nouvelle vie qui débute difficilement. Son passé lui pèse, empreint de douleur, de domination physique et morale. C'est dans cette confusion psychologique que Blake, alors de sortie dans un bar avec ses amis, rencontre Jessica Kane. Le feeling passe entre les deux et il propose à la jeune fille de 23 ans, alors ivre, de la ramener chez elle en fin de soirée. Comme dans les romances les plus classiques, la fin de soirée conduit aux étreintes. Mais pendant leurs ébats, Blake frappe Jessica à plusieurs reprises. Il semble y prendre un malin plaisir et finit par étouffer de ses 2 mains sa compagne d'un soir qui succombe dans son lit. Pris de court, il descend à sa voiture, transportant tant bien que mal le corps de Jessica et part l'enterrer dans un sous-bois du parc Rainier Lake. Plus tard, il est interrogé par la police, devenu rapidement le suspect numéro 1 de cette affaire.
Mais les indices sont anecdotiques et les tests ADN, trop chers à l'époque, ne sont pas réalisés. Il repart donc libre. Blake, 4 ans plus tard, âgé de 27 ans, repasse à l'action. Il a depuis déménagé à Murfreesboro, toujours dans le Tennessee, et travaille comme agent d'entretien à l'hôpital St. Thomas Rutherford. Un soir d'été 1978, en rentrant de son travail de nuit, il prend en stop une jeune femme. Très rapidement, il change de direction, puis l'assomme avant de l'emmener chez lui. Il viole alors sa victime, inconsciente, et lui assène un autre coup, plus violent, et au niveau de la tempe, qui lui sera fatal. Blake confessera plus tard avoir passé la nuit à regarder la jeune femme, Stephanie Farlow, se rigidifier sous ses yeux emplis de joie. Au petit matin, il la viole à nouveau et décide de garder le corps quelques jours supplémentaires. Il l'enferme dans la salle de bain, dans sa baignoire, et quand il y prend sa douche, elle est là, bien présente. Il continue de la violer, mais décide rapidement de s'en débarrasser, incommodé par l'odeur. Dans la nuit du 16 au 17 août 1978, soit 4 jours après l'enlèvement, il descend le corps de Stephanie jusqu'à sa voiture et prend la direction de Barfield Crescent Park pour l'y enterrer. Mais il commet alors une bourde monumentale. Il se fait arrêter par une patrouille de police pour avoir brûlé un feu rouge. Les agents font face à un jeune homme qui semble stressé, voire perturbé, et se rendent compte de l'odeur pestilentielle qui se dégage de la voiture. Ils découvrent dans le coffre le cadavre de la jeune Stephanie, originaire de Floride, qui faisait du stop dans le Tennessee et souhaitait rejoindre Chicago, raconteront ses proches. Durant son procès, Blake avoue le viol et le meurtre de Stephanie, mais aussi celui de Jessica Kane dans sa ville natale, affaire dans laquelle il n'avait pas été inquiété. Il sera condamné à la peine de mort par injection en 1982 pour le viol et le meurtre de 2 femmes, ainsi qu'un cas confirmé de nécrophilie pour l'une des victimes. Ces derniers mots, prononcés avant l'exécution devant les quelques policiers présents, sont limpides. « Mom, let's catch up soon ». Et voici donc la fin de ce nouvel épisode. Comme d'habitude, j'espère que celui-ci vous a plu et qu'il vous a donné un peu plus de fil à retordre que le précédent. Avant de passer à la suite, je voudrais tout d'abord remercier Sébastien et Maxime, mes consultants en écriture et vidéo, sans qui celle-ci ne serait pas aussi bonne, soyez-en sûrs. Avant de vous dévoiler l'identité du véritable tueur en série, j'aimerais encore et comme d'habitude vous demander de vous abonner, de liker et de commenter mes vidéos, ainsi que d'activer la petite cloche afin de savoir quand sortiront les prochaines. Bref, venons-en aux faits. La véritable histoire concerne un jeune homme que la médecine n'a jamais su guérir. Peter Woodcock, qui deviendra plus tard David Michael Kruger, était un jeune homme atteint de folie, sûrement due à une enfance difficile. C'est d'ailleurs souvent le cas des serial killers qui ont ce trait en commun d'avoir une enfance compliquée. Cela dit, il existe très peu, mais il existe des tueurs mus par une folie qui ne trouvent pas d'origine dans une enfance désastreuse. Petit point anecdote, avant que Peter ne se fasse interpeller pour son 3e meurtre, un autre enfant, Ronald Mowat, était incarcéré par erreur à sa place. Enfin, lorsque Peter rencontrera Bruce Hamill, son partenaire de crime, il lui dira que s'il l'aide à tuer Dennis, la confrérie des extraterrestres lui viendront en aide pour régler tous ses soucis. Je peux vous assurer que Bruce Hamill attend toujours que ceci se manifeste. Bref, voilà tout. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que la vérité peut parfois être plus sombre que le mensonge. À bientôt.